L'avion qui nous intéresse ce soir, c'est surtout celui-là, qui a une histoire particulière, qui a une mission très particulière, puisque c'est un rare exemplaire de Boeing 747 ravitailleur en vol, et qui, le 7 mars dernier, a été transformé en ça. Et ça, c'est un peu triste. Bah, c'est la guerre. Et bonsoir à tous, bienvenue à bord. Debout là-dedans, c'est Lâcher Solo qui recommence. Je suis Frédéric Marsali, je suis journaliste aéronautique et pendant cette heure, on va parler un petit peu d'aviation parce que voilà, les faits sont là. Au-dessus de l'Iran, visiblement, la coalition navigue un petit peu comme elle veut et elle pénètre très profondément à l'intérieur de l'Iran. La preuve, il n'y a pas très longtemps, et ça va être la façon dont on va aborder le sujet qui suit. Téhéran, c'est à 1500 km de Tel Aviv, et à Téhéran, les Israéliens sont allés taper des avions sur l'aéroport de la ville. Il faut imaginer. C'est-à-dire qu'ils se sont sentis réellement, alors non pas sans danger, mais assez forts pour pouvoir le faire. Et pour pouvoir pénétrer à l'intérieur d'un pays ennemi comme ça, c'est que les défenses aériennes, anti-aériennes iraniennes, pour des raisons que je ne connais pas, sont pas à la hauteur de l'enjeu, visiblement. Et donc ça va nous permettre de parler un petit peu d'avions qui ont été en service en Iran, d'avions anciens, qui ont une histoire marrante, de l'occasion d'en parler et de s'emparer de l'actualité pour aller un petit peu plus loin. À l'écran, je vous ai mis la carte, la photo satellite de Téhéran, capitale donc de l'Iran, avec des petites punaises pour vous indiquer les aérodromes. Là, vous avez deux bases aériennes ici qui sont, dont une doit être dédiée aux hélicos vu la piste. Vous avez ici le nouvel aéroport, enfin qui a quelques années quand même, Khomeini, qui a été ouvert pour désengorger Mehrabad, qui était quasiment en centre-ville. Ici, vous avez de grosses installations Iran Air et puis Iran Air Cargo. Vous avez quand même encore beaucoup d'activités aériennes aussi à Mehrabad. En plein centre-ville, vous avez un ancien aérodrome qui est désaffecté. Et puis vous avez une deuxième plateforme ici. Alors je vous ai mis les codes OACI, OIID. Mehrabad, c'est Oscar India 3 fois, et Khomeini, c'est Oscar India 2 fois Echo. Et donc, l'aéroport de Téhéran-Mehrabad a été ciblé donc le 7 mars dernier, et ils ont visé des avions qui étaient assez importants au niveau tactique, voire même stratégique pour l'aviation iranienne. Voilà, l'aéroport de Mehrabad. Là, vous avez le parking sud, et c'est là où étaient les avions qui ont été visés. Vous avez ici des stockages, on va y revenir après. Il y a un F-14 Tomcat qui est visible ici, et puis je ne l'ai pas pointé, mais vous en avez deux qui sont visibles là, et on va y revenir tout de suite. Ça sont deux Tomcat. La semaine dernière, on avait parlé des F-14 Tomcat iraniens, un petit peu plus. Je vous avais montré la vidéo du raid mené en juin 2025 par les Israéliens contre des F-14 qui étaient basés à Téhéran. Les deux avions qui ont été visés, ils étaient là. Il y en a un qui a brûlé entièrement et on voit encore très bien son empreinte, et le deuxième qui a été sévèrement endommagé et qui ressemble encore un petit peu à un Tomcat. La photo satellite qui est ici, elle est de septembre-octobre 2025. Donc les avions ont pu être dégagés depuis. Ici, une vue un petit peu plus générale de la zone nord, avec une aire de stockage que moi je trouve extrêmement intéressante, parce que là vous avez quand même 4 Boeing 747 SP. SP, c'est la version courte du Boeing 747. Iran Air a été une importante utilisatrice du type. Elle a même été, je crois, la dernière compagnie à effectuer un vol régulier avec un Boeing 747 SP. Petite insiste sur le SP, qui est une version fascinante du Boeing 747. C'est la version raccourcie, donc ça permettait d'en mettre moins de passagers, mais d'avoir toujours la même quantité de carburant pour gagner en allonge. À l'époque du Shah, Iran Air avait acheté des Boeing 747 SP pour faire des liaisons Téhéran-New York sans escale. Après, avec l'embargo, ils ont fait d'autres liaisons, ils les ont gardées très longtemps, parce que je crois que le dernier vol, il n'est pas si vieux que ça. Il doit dater aux alentours de 2020. Peut-être un petit peu avant. Et les avions en 747 SP retirés du service, ils sont stockés à Mehrabad. Ils ont de quoi faire un beau musée d'aviation là-bas. Et puis là, si on regarde bien, près de ce hangar-là, il y a une belle forme triangulaire. Et oui, il y a un Tomcat qui est là. Pareil, c'est une photo qui date du mois de septembre. Est-ce que le Tomcat qui est là est opérationnel? Est-ce qu'il y en a d'autres dans le hangar qui est là, puisqu'on sait qu'il y a une attaque ailleurs? Est-ce que là aussi, ces avions-là ont été visés? Pas beaucoup d'infos et c'est bien dommage. Donc les avions qui nous intéressent ce soir, ça va être ces avions-là. En fait, ça va être surtout cet avion-là, qui a une histoire particulière, qui a une mission
très, 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 très particulière, puisque c'est un rare exemplaire de Boeing 747 ravitailleur en vol, qui, effectivement, le 7 mars dernier, a été transformé en ça. Et ça, c'est un peu triste. Bah, c'est la guerre. Alors, oui, il y a eu des Boeing 747, j'allais dire bombardier d'eau, oui aussi, mais ravitailleurs en vol. Et on va en parler quelques minutes avant d'en aborder d'autres. Cet avion qui a été détruit, c'est un Boeing 747-100, puisque les ravitailleurs en vol iraniens étaient des 100. C'était sans doute donc le dernier Boeing 747 ravitailleur en vol opérationnel qui a été détruit, et en plus, c'était peut-être le dernier 747-100, tout sous-versions confondues, opérationnelles. Donc il a été détruit. Oui, des 747-100 pour en trouver aujourd'hui en état de vol, il n'y en a quasiment plus. L'avion alors, en question est un Boeing 747-131, et le code 31 nous indique que c'est un avion qui a été construit pour la TWA, immatriculé 5-8107, construit en 1971, un avion qui a volé jusqu'en 1975 avec la TWA, donc 71-75, c'est pas très long. Et après, il a été converti en cargo, puis vendu à l'Iran dans la foulée. Et dans le même temps, l'Iran a aussi acheté des Boeing 707 pour ses missions cargo et ravitailleurs en vol. À l'époque, le Shah d'Iran, puisque c'était lui qui était au pouvoir, commandait beaucoup d'avions. C'est à cette époque-là qu'il commande 80 F-14 Tomcat. C'est à cette époque-là qu'il reçoit aussi ses dernières livraisons de F-4 Phantom. Et des F-4 Phantom, l'armée de l'air iranienne en a eu quasiment 300. Donc ces avions-là, pour des missions à longue allonge, fallait des ravitailleurs en vol. Il a opté donc pour une flotte mixte de Boeing 747 et de, on va les appeler KC-707. On verra à la fin qu'il y a des variantes dans les dénominations. On y reviendra un petit peu plus tard. Des Boeing 747, ravitailleurs en vol. Quelle drôle d'idée. En fait, le 747 était le candidat sur un marché ouvert par l'US Air Force pour renforcer ses moyens de ravitaillement en vol. Et c'est le 747 qui a perdu le contrat, qui a vu naître ensuite le KC-10 Extender, donc le dérivé du Douglas, enfin McDonnell Douglas DC-10. Voilà une photo de... Cette photo est amusante, elle est intéressante, elle est de 1985. Un beau KC-10, dont on sait que les avions ont été retirés du service il y a 2 ans, et que le type ne vole plus aujourd'hui à la suite de l'accident du PS. Et puis des F-4 Phantom. Voilà, ça fait une jolie photo parce que les besoins de l'US Air Force en ravitailleur en vol, ça naît d'une réflexion qui date de la guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam, le principal avion de ravitaillement en vol, c'était le KC-135. Dans l'US Air Force, il y en a eu plus de 700 en service. Il y en a eu beaucoup qui étaient en service en même temps au Vietnam, puisqu'il y avait des orbites de ravitaillement en vol un peu partout, de façon à ce que les avions qui étaient en train de mener des raids puissent passer à la pompe le plus facilement du monde. Ici, on a une belle illustration de cet état de fait avec un beau KC-135 tout alu, donc début de guerre, je pense, qui accompagne un raid de F-105 Thunder Chief armé de bombes, donc un raid sur le nord. L'US Air Force s'était aperçu que les KC-135, c'était un très bon avion. De toute façon, ils en avaient commandé 700 et ils ne comptaient pas les retirer du service. D'ailleurs, ils ne comptent toujours pas les retirer du service avant encore un moment. C'est toujours ces avions-là, même si les versions ont évolué. L'avion était un petit peu léger en tant que quantité d'emport, c'est-à-dire que sur des missions très, très intenses avec beaucoup de chasseurs dans le secteur et surtout à certaines distances de la base, les quantités de carburant qui pouvaient être délivrées aux avions étaient quand même pas si énormes. Donc il fallait multiplier les avions en vol. Ça, c'est le retour de la guerre du Vietnam. Au niveau de l'état-major du US Air Force, on se dit il nous faudrait peut-être une poignée de ravitailleurs en vol un tout petit peu plus velus, qui emportent un tout petit peu plus. Et c'est pour ça qu'ils ouvrent un nouveau marché pour lequel donc le DC-10 s'est retrouvé opposé au 747. En 72, par exemple, dans la préparation de ce contrat, le prototype du Boeing 747, donc ça c'est l'avion du tout premier vol de 1969, est modifié avec une perche de ravitaillement en vol et mène un certain nombre d'expérimentations de ravitaillement sur des avions compatibles. Et ici, on a même un SR-71, d'ailleurs derrière il y a un F-111. Pour la petite histoire, c'est juste un contact, il n'y a pas de transfert de carburant à ce moment-là. Petite explication aussi, le SR-71 étant donné son domaine de vol,
Ces performances n'utilisaient pas le même kérosène que les autres avions du US Air Force. Le SR-71, il utilisait un carburant qui s'appelait le JP7, qui avait des caractéristiques particulières et qui était très différent en termes de fluidité, par exemple, que le JP4, qui est le kérosène utilisé par les jets. Donc, pour le ravitaillement des SR-71, il fallait des avions qui soient dédiés, c'était les KC-135Q. Et les KC-135Q ne ravitaillaient, me semble-t-il, que les SR-71. Parce que il fallait pas non plus contaminer le carburant. Donc là, c'est vraiment un test de contact pour voir si l'aérodynamique le permet, si la perche descend bien, si les turbulences de sillage ne sont pas pénalisantes pour l'avion. Et le pilotage du SR-71 à basse vitesse a déjà du sport. Donc, expérience intéressante. Et cette photo, qui effectivement, elle est magnifique, date de 1972. Et c'est dans le cadre de la préparation de ce contrat. Pour la petite histoire, la chaîne de production des C-135, en fait, elle s'achève en 1965 à l'usine de Renton, à peu près 800 exemplaires construits. Il n'y a que 2 clients pour des avions neufs, il y a les USA et la France. En parallèle, à Renton, il y avait aussi la chaîne de production des Boeing 707, qui ont produit des avions civils donc pour les compagnies aériennes jusqu'en 1979. Et la production des cellules de 707 s'est poursuivie jusqu'en 1992 avec la production des AWACS et des avions E-6 Mercury. Pour la petite histoire, le dernier 707 construit, c'est l'AWACS numéro 204 de l'armée de l'air, donc le 36 qui est Charlie Delta, qui a été livré le 15 février 1992. Le dernier 707 construit de l'histoire, c'est celui qui décolle depuis Avord. Ça, c'est pour bien montrer aussi que, pour expliquer ce qui va se passer après avec les KC-707, c'est que dans les années 70, des pays qui veulent des ravitailleurs en vol, ils ne peuvent plus acheter de C-135-9, on n'en fabrique plus. Donc, on peut éventuellement modifier des Boeing 707, on peut modifier éventuellement des Boeing 747, on peut éventuellement modifier des DC-10. Pour ce contrat, donc au milieu des années 70, c'est le DC-10 qui était choisi. Pour autant, la modification du Boeing 747 n'est pas devenue inutile puisque à ce moment-là, l'Iran cherche à renforcer ses moyens de ravitaillement en vol. Donc, comme j'ai expliqué, depuis 65, il n'y a plus de KC-135 en construction, donc il faut se rabattre sur d'autres types. Et l'Iran, qui n'a pas de problème d'argent, se dit le 747, ce serait pas mal. Ils en commandent un certain nombre pour un ensemble de missions qui vont du fret, transport militaire, poste de commandement aérien aéroporté, et puis ravitaillement en vol. Ici, on a une photo qui est prise aux États-Unis avec un des Boeing 747 destiné à l'armée iranienne en train de faire un essai de contact avec le prototype du Boeing 747. Donc ça doit être au-dessus de la région de Seattle dans les années 70. Photo incroyable aussi. Et ces Boeing 747, alors, on n'en connaît pas le nombre exact. Beaucoup de bouquins disent qu'il y en a eu 4 de modifiés. Et c'est sans doute le vrai chiffre. Il y en a un qui a été détruit assez rapidement, on va le voir, un accident du côté de Madrid. Puis il en restait 2. Visiblement, ils ont fait l'objet de raids de la part d'avions irakiens. Et selon toute vraisemblance, en 2026, il n'en restait qu'un seul exemplaire opérationnel qui était celui-ci. On a des listes des Boeing 747 qui ont été utilisés par l'aviation militaire iranienne et aussi par une compagnie aérienne paramilitaire, et les listes sont un peu compliquées à recouper. Ça, c'est une photo qui est assez récente, qui date des années 2000, fin des années 2010, si je me souviens bien, lors d'un meeting aérien sur l'île de Kish, dans le golfe Persique, puisqu'il y avait un salon aéronautique iranien assez prisé, puisque c'était un salon où on pouvait voir voler des F-14. Eh bien, il y avait des démonstrations de ce Boeing 747 de ravitaillement en vol. La photo, elle est magnifique, elle est signée Stéphane De Bruyne, la photo est dingue. Mais putain, c'est pas la pire. Il y a celle-là aussi. Alors ça, c'est un 707, puisque évidemment, ils avaient des 747, ils avaient aussi des 707. Les 707, ils en avaient commandé à peu près une quinzaine, modifiés en ravitailleurs en vol, avec des nacelles très particulières qu'on va retrouver sur d'autres types, et puis une perche rajoutée par chez Boeing. Et là, on a aussi une démonstration avec 2 Tomcat et un Phantom. Celle-là, honnêtement, tu es en bord de nulle part dans le monde. Tu as ton appareil photo, tu as ça qui passe. Tu te dis waouh,
Là, il n'y a que du bon. 707, c'est pas courant. Tomcat, on n'en parle même pas. Phantom, voilà. Là, tu coches toutes les cases de la photo qu'il ne faut pas rater. Celle-là est encore plus dingue. Donc, le 747, donc le dernier de sa race, avec un F14 et 2 Phantom. Voilà. Il y a des gens qui ont fait ce genre de photos. Je suis absolument, totalement et définitivement jaloux. Alors, quelques chiffres pour vous expliquer aussi la différence entre les 707 et les 747, parce qu'elles sont assez intéressantes, parce que pour l'US Air Force, il fallait un avion qui en porte beaucoup plus. Le KC-10, il emportait 166 tonnes de kérosène. Dans ces 166 tonnes, il y a de compris le carburant qu'il utilise lui-même. Et la différence entre ce qu'il a besoin pour sa mission, eh ben, il peut le délivrer aux autres appareils qui se présentent derrière lui. La capacité de carburant du KC-135, elle est de 92 tonnes. Donc il y a 60 tonnes, plus de 60 tonnes de différence entre les deux avions. 60 tonnes de carburant au total. Donc ça veut dire, dans le cas du KC-10, plus de carburant pour l'avion et plus de carburant à délivrer. Et par exemple, sur le KC-135, certains chiffres que j'ai trouvés disent qu'en fait, il y avait 60 tonnes de carburant délivrable, théorique, puisque sur une mission de 6 heures de patrouille, le KC-135 ne délivrait en général que 30 tonnes de carburant aux avions qui venaient se connecter. En ce qui concerne les Boeing 707, qui peuvent être aussi modifiés en ravitailleur en vol, la capacité de carburant est la même à peu près que les C-135. On est à 92 tonnes sur le KC-135 et on est à 80 tonnes de carburant sur le 707. Mais on n'est pas non plus dans une énorme différence. Par contre, le 747, lui, avait des atouts, puisque lui emporte, et on parle du 747-100, 206 tonnes de carburant, donc 50 tonnes de plus que le KC-10. Donc il pouvait ravitailler plus et plus loin. Par contre, l'avion est beaucoup plus lourd, donc il utilisait des pistes plus longues. Il fallait plus d'infrastructures au sol. L'avion est beaucoup plus coûteux à l'heure de vol, sensiblement plus coûteux à l'acquisition, et finalement, donc c'est pour ça que c'est le KC-10 qui a remporté la mise. L'Iran n'ayant pas de problème financier dans les années 70, ne se sont pas posé de questions. Un avion capable d'emporter plus de 200 tonnes de carburant, donc d'en délivrer peut-être, 150, c'était un gros outil de plus à mettre dans l'arsenal qui n'en manquait pas, puisqu'en plus des 747, il y a eu des 707. Les tests ont été effectivement faits avec le prototype du 747-100, donc le fameux RA001. Le RA001, si vous voulez le voir, il est exposé, il a volé jusque dans les années 90 pour tout un tas d'essais. Et il est exposé maintenant au musée de Seattle, celui qui se trouve sur Boeing Field. Si vous allez un jour dans l'État de Washington, je pense que c'est un endroit à aller voir. Alors, donc les 4 Boeing 747-100 qui ont été acquis par l'Iran étaient quand même des avions d'occasion. On a vu sur l'exemple de l'avion qui a été détruit en début de mois, c'était des avions qui avaient été tous construits pour la TWA. On les reconnaît parce qu'on a le code 31 sur la désignation. On parle de 747-131. Donc 100, c'est la version, 31, c'est le code client. Si vous trouvez un jour un Boeing à vendre, un 747-428, ben le chiffre 28 vous indique que c'est un avion qui a été construit initialement pour Air France. Le code client chez Boeing pour Air France, c'est 28. Et les 747-100 de l'aviation militaire iranienne se sont rendus très célèbres en 1976. Ici, le 9 mai 1976, près de Madrid, il y a eu un accident tragique. Il y a eu un avion qui faisait donc un 747-100. Et je me demande si ce n'était pas un des ravitailleurs en vol, mais qui avait été utilisé pour une mission cargo, qui devait aller aux États-Unis. Et comme ce n'était pas un Boeing 747 SP, il devait faire escale à Madrid. Et en finale à Madrid, il s'est retrouvé dans une situation météorologique très complexe, avec des orages, et l'avion a été foudroyé, alors qu'il était relativement basse altitude, pas très loin de la piste, mais dans un orage tout simplement. Et la foudre avait traversé une partie de l'aile de l'avion, avait déclenché un phénomène d'implosion, visiblement au niveau des réservoirs de carburant, qui ont fragilisé l'aile, qui s'est assez rapidement détachée de l'avion. À partir du moment où l'aile s'est détachée, l'avion est tombé. Il y avait 17 personnes à bord, il y avait
pas eu de survivants. Et là, la photo que je vous montre, c'est extrait d'une vidéo YouTube donc, qui est très accessible et qui montre les enquêteurs en train de traîner autour de l'épave. Alors je pense que la scène est rejouée, puisqu'on voit un enquêteur récupérer une des boîtes noires de l'avion. La boîte noire, comme chacun sait, est rouge. Voilà un peu l'état de l'avion après son impact à Madrid. Alors les 747 iraniens ont participé à la guerre du Golfe de 1980 à 1988 et ont permis à l'aviation iranienne de faire des raids en profondeur en Irak et aussi de couvrir très très bien le Golfe Persique. C'est des avions qui ont eu un rôle tactique assez important. On notera aussi que les avions, les 747 iraniens, étaient ravitaillables en vol. Ici, je pense que c'est un des avions qui n'est pas modifié en tant que ravitailleur, mais on note qu'ils sont ravitaillables. Et ici, on a un des 707 de l'aviation iranienne. Donc ça, c'est une photo qui vient peut-être prise au-dessus de l'Iran, ou alors au-dessus de la région de Seattle avant la livraison, mais j'ai des doutes. Et voilà aussi les 707 qui pouvaient aussi ravitailler les F-14. Ça fait toujours du bien de voir des photos de F-14 en vol. Au niveau des avions de ravitaillement en vol iraniens, évidemment avec l'embargo, la maintenance des avions s'est fait aussi par cannibalisation. Il y avait un projet d'acquisition d'Ilyushin 78 pour justement compléter les pertes. Les avions cannibalisés, mais visiblement ça s'est pas fait. Il y a des Ilyushin 76 qui sont quand même en service au sein de l'aviation iranienne, dont un qui a été modifié avec un VAP-2, et le VAP-2 c'est un système de bombardier d'eau. À propos des 707 ravitailleurs, la semaine dernière on avait parlé des C-135, là on va parler des avions ravitaux. Ici vous avez c'est un CC-137C, fait partie d'un lot de 5 Boeing 767 qui ont été modifiés pour le Canada, et ce sont des nacelles de ravitaillement de la marque Beechcraft, qui ne faisaient pas que des avions sympas. On a aussi des KE-6A qui sont des 707-320 moteurs CFM qui ont été construits pour l'Arabie Saoudite, toujours avec des nacelles de ravitaillement Beechcraft, mais ceux-là avaient aussi la perche sous la queue d'origine Boeing. Il y avait des KC-137, donc déjà vous voyez la diversité des dénominations, on pourrait s'y perdre très facilement. C'était des 707-4 qui ont été modifiés pour le Brésil et qui étaient d'ailleurs aussi appelés KC-707 localement. On a des KC-707, on a eu 14 donc pour l'Iran avec des nacelles Beechcraft et une perche Boeing. Il y en a eu 3 pour l'Espagne avec des nacelles de la marque Sargent Fletcher. Il y en a eu 4 en Italie qui ont été modifiées localement par une filiale d'Alenia. Il y en a eu 2 au Venezuela. Et de son côté, Bedek en Israël a modifié des 707 donc pour l'aviation de défense israélienne. Elle en a fait 4. Elle en a fait 4 de plus pour l'Afrique du Sud, 4 pour l'Australie, 1 pour le Chili, 1 pour la Colombie et 1 pour le Pérou. Et puis on a comme utilisateur, on a la firme Omega Tanker qui utilise des 707. En fait, c'est 2 707 qu'ils ont notamment rachetés à l'Arabie Saoudite et qui sont en service. Et là, on voit qu'ils ont encore les vieux réacteurs. Ça doit faire un barouf de tous les diables au décollage, ça doit être rigolo. Donc, tous les ravitailleurs en vol, quadrimoteurs qui ressemblent vaguement à des 707 ne sont pas forcément des 707. Et pour être complet sur cet exposé, enfin sur ce dossier-là, il y a quand même des KC-135 ailleurs que dans l'US Air Force et que dans ex-armée de l'air, enfin ceux de l'armée de l'air. Donc il y en a qui sont chez Metrea, et Metrea ce sont bien des C-135. Et puis il y a Singapour qui a eu 4 KC-135A qui ont été rachetés d'occasion à l'US Air Force, et la Turquie qui a fait la même chose pour 9 exemplaires. Donc quand vous voyez un avion qui a 4 réacteurs, qui ressemble à un 707, qui est en train de ravitailler des vols, c'est pas forcément un KC-135. C'était ce que je voulais vous raconter. Puis c'est un peu dommage la destruction du dernier 747-100, mais voilà, ça fait partie des dommages de guerre, et puis bon, la dernière fois que j'ai vu voler un Boeing 747-100, je pense que c'était à Châteauroux en 2009, quand le supertanker deuxième du nom était venu. Voilà. Et puisqu'on a parlé des 747-100 de la TWA, il y en a un qui est rentré dans l'histoire de façon assez dramatique, puisque le fameux vol 800 en 1996 entre New York et Paris, celui qui a explosé en plein vol au large de Long Island, c'est très exactement un 747 131 également. Ça veut dire que TWA en avait vendu déjà quelques-uns en 1975, mais en 1996, ils en avaient encore en service, des 100. Alors que bon,
le 400 était arrivé, donc bon, voilà. Puis bon, après il y a eu la faillite, enfin il y a eu la guerre du Golfe, et puis la disparition de la TWA, mais bon, tout ça est une autre histoire. J'ai dit la semaine dernière, en parlant du 707 de Travolta, que HARS, donc l'association à laquelle le Boeing 707 de John a été donné, j'ai dit l'avion ne volera sans doute jamais. Je suis quand même tombé sur une déclaration du mois de juin dernier, donc alors que le démontage de l'avion était déjà prévu, programmé, de HARS, Historical Restoration Society, disant que leur objectif reste quand même de récupérer l'avion, de le réassembler, de le mettre en situation de roulage, voire peut-être le faire voler. Donc, alors, je me suis avancé la semaine dernière en disant il ne volera pas. Je reste persuadé que ça reste un chantier pharaonique et glouton et qu'il y a peut-être des avions plus intéressants à faire voler que celui-là. Mais s'ils y parviennent, on en parlera et je ferai mon mea culpa. Le remettre en situation de roulage, c'est jouable, parce qu'il n'y a pas besoin de certification, etc. Enfin, c'est juste un truc qui roule avec des réacteurs. Bon, il ne faut pas que ça prenne feu, mais ça, c'est possible. C'est déjà coûteux parce qu'il faut quand même mettre du carburant et puis entretenir des réacteurs. Donc je reste dubitatif sur cette opération, mais il ne faut quand même pas oublier que le HARS fait voler un Constellation, un P3 Orion, un P2 Neptune, un Tracker, puis des chasseurs, enfin ils ont une belle collection. Alors un 707, pourquoi pas, ils savent faire. Mais moi je reste sur mes doutes. Voilà, c'est un point de vue perso, je pense qu'ils n'arriveront pas à le refaire voler. Par contre, s'ils y arrivent, on applaudira, puis on fera une émission spéciale là-dessus, pas de problème. Mercredi, j'étais au Luxembourg, j'étais chez Cargolux. Alors, Luxembourg, c'était la première fois que je m'arrêtais, parce que je l'ai traversé plusieurs fois, le Luxembourg, la première fois que je m'y arrêtais. Et je suis arrivé au Luxembourg en train. Et à la gare, je descends de mon TGV, et là, un bruit immense, et un 747 qui est passé juste au-dessus. Bon, c'est pas très grand, Luxembourg, et l'aéroport est vraiment tout à côté de la ville. C'est un quart d'heure de bus pour y aller. C'est vraiment tout près. Et effectivement, les avions passent bas au sud de la ville. Et le 747 qui passe au moment où je sors du train, moment génial. L'avion est toujours aussi élégant. C'est un 747-8 de chez Cargolux. Et vraiment, c'était une belle entrée en matière. Donc, j'étais invité chez Cargolux, mais pas tout à fait. En fait, j'étais invité par la filiale Firefighting de Cargolux qui s'appelle Aquarius Firefighting et qui qui présentait à la presse un nouvel outil, et c'est ce dont on va parler pour la fin de l'émission. Petite présentation quand même. Cargolux, c'est une compagnie compagnie cargo, qui existe depuis 1970, qui est née en tant que filiale cargo de la compagnie Luxair, quelque part un peu la compagnie nationale luxembourgeoise, mais qui s'est bien développée et qui est une des compagnies majeures du fret aérien. Et aujourd'hui, leur flotte, elle est constituée à 100% de Boeing 747. Il y a 30 Boeing 747, des 747-400 et des 747-8, donc les deux dernières versions. Ils n'ont que ça. Ça simplifie plein de choses, et c'est des avions qui ont des grosses capacités et qui vont un peu partout dans le monde. Cargolux est une entreprise qui est implantée sur l'aéroport de Luxembourg. Ils ont leur centre de maintenance, ils ont leur hub de fret, et puis ils ont aussi leur centre d'entraînement, et c'est au centre d'entraînement que j'étais. J'ai pu voir les cabines de simulation de Boeing 747-8. Alors elles étaient immobiles, c'est dommage, j'aurais bien aimé y jeter un œil, puis ça a été très rapide, on n'a pas eu le temps. Mais bon, c'était pas l'objet de la visite. L'objet de la visite, c'était ça, Aquarius Firefighting. Cargolux est une compagnie qui, dans les années 2010, a eu quelques démêlés avec la justice. Il y a eu des accusations et même des arrestations au niveau de ses cadres dirigeants sur des ententes à propos de tarifs aéroportuaires et autres. Et ça a fait beaucoup de foin au Luxembourg, qui est quand même un État où on essaie de faire parler le moins possible de soi. Là, ça a fait un peu tâche. Le gouvernement du Luxembourg a dit à Aquarius, ça déjà, il faudrait peut-être essayer d'améliorer un petit peu votre image. Après, il y a toutes les histoires d'émissions de CO2. On imagine bien qu'une compagnie cargo, c'est pas forcément une compagnie très très verte, évidemment. Et en fait, Cargolux, ils ont une idée absolument géniale, qui n'est pas du greenwashing, justement. On dit, on va créer une filiale de lutte contre les feux. On sait utiliser des avions, et un des usages possibles des avions, c'est la lutte contre les feux de forêt. Et là-dessus,
On n'aura pas trop de remarques. Il n'y a pas trop de remarques à faire, effectivement. Ils ont fait le choix d'utiliser des Fireboss. Moi, je me dis quand même qu'une compagnie qui n'exploite que des Boeing 747, qu'ils n'aient pas racheté le truc de chez Global Supertanker, je trouve ça presque dommage. Mais bon, ils gagnent de l'argent avec leur 747. Ils n'en perdent pas. Et on sait ce qui s'est passé avec GSS. Mais bon, je me dis quelque part, allez, je me prends à rêver que peut-être un jour chez Cargolux, ils reprendront la route des Vlat. Bon, peu importe. En attendant, Cargolux a créé en 2022-23 sa filiale Aquarius Firefighting. Ils ont investi assez par rapport au chiffre d'affaires global de Cargolux, c'était pas non plus, ça les a pas mis dans le rouge, mais ils ont quand même commandé une douzaine de Fireboss, c'est des avions qui, pièces, valent aux alentours de 5 millions de dollars. Ils en ont actuellement 8 en service, les 8 sont sous contrat en Turquie. Ils vont en recevoir 2 le mois prochain, donc ils seront à 10, et les 2 derniers seront livrés début d'année prochaine. Donc ils auront leur dotation de 12 Fireboss. Pour l'instant, donc ils ont un contrat pour 8, et les 4 qui vont rester sont candidats à n'importe quel autre contrat de feu de forêt en Europe. Ils ont la possibilité d'être activés sous l'égide du plan RescueE, mais ils ne l'ont pas encore été. Est-ce que, par exemple, si la situation cet été devient un petit peu chaude, est-ce que les 2 avions en renfort de chez Aquarius ne pourraient pas partir sous l'égide de RescueE en renfort à droite à gauche? Ça fait partie des scénarios possibles. Et puisque j'ai rencontré les cadres de l'entreprise, ils ont un œil sur la France, ils ont un œil sur le contrat qui fait qu'il y a des air tractors à Bordeaux. Et on imagine que dans cette région-là, avoir des air tractors sur roue, c'est une bonne chose, mais en avoir sur flotteur, c'est jouable aussi. Donc ils sont candidats aussi à éventuellement à des contrats locaux. Actuellement, il y a 2 air tractors qui sont du côté de Biscarrosse pour les sessions d'entraînement des équipages. Des équipages qui ont été formés et qui viennent faire leur training de début de saison. Il y a 2 avions qui sont à Biscarrosse. Pourquoi Biscarrosse? Alors, premier point, la météo. À Bisca, il fait beau, c'est volable. Il y a surtout un plan d'eau qui est homologué pour être utilisé par des hydravions, ce qui permet, voilà, il y a des installations qui font qu'il y a une piste en dur pas loin, il y a un plan d'eau juste à côté, donc en termes d'opération, c'est relativement simple. Et puis surtout, c'est qu'il n'y a pas d'autres points d'entraînement, par exemple au Benelux. Donc il y a il faut quand même le dire, quand les avions des air tractors sont un tout petit peu plus brillants que les avions qui volent généralement en Biscarrosse. Donc quand le retour des Fireboss a été annoncé, il y a les associations de riverains qui sont montées dans les tours. Alors que les avions volent une semaine, s'arrêtent un mois, reprennent Enfin bon bref, ils ne sont pas en permanence là, mais bon, ça fait plus de bruit. Oui, ça fait plus de bruit. Le truc, c'est que Cargolux aimerait ne pas avoir qu'à utiliser Biscarrosse et à faire des entraînements ailleurs. Sauf que par exemple au Benelux, il y avait un plan d'eau qui était éligible aux hydravions. Il y a une société qui avait un avion, un Lake Buccaneer, qui s'était dit on va proposer la possibilité à des pilotes de faire un peu de training sur un plan d'eau en Belgique. Un avion de temps en temps, ça ne va pas déranger les poissons. Surtout que c'est un lac sur lequel se pratique le ski nautique. Donc autant dire que les poissons, des trucs qui leur passent au-dessus de la tête à fond la caisse, ils en voient passer. Et évidemment, il y a eu des associations qui ont dit non, les hydravions, c'est pas bien. Et donc, interdit. Donc il n'y a aucun endroit au Benelux où des hydravions peuvent s'entraîner. Conclusion, si les gens de Biscarrosse ne sont pas contents de la présence des Fireboss, qu'ils s'adressent aux associations qui ont fait interdire le plan d'eau en Belgique. C'est logique. Et puis on rappellera aux gens de Biscarrosse qu'il y a 4 ans, leur ville elle a eu chaud aux fesses. Alors c'était pas des air tractors qui sont intervenus. Mais est-ce que s'il y avait eu des air tractors à Biscarrosse, en gare, et aurait fait 1 ou 2 largages sur la bagnole qui était en train de cramer au milieu de la forêt de la Teste, est-ce que ça se serait pas mieux passé? Et puis maintenant, la raison pour laquelle ils m'ont invité à venir dans leurs installations, c'était pour voir leur nouvel outil. Ils ont installé un simulateur de air tractor, donc dans le centre de simulation de Cargolux. Donc vous avez d'un côté les grosses cabines mobiles de 747-400 et de 747-8, et dans une petite pièce, vous avez un petit simu, mais vachement bien, de Air Tractor Fireboss. Des simulateurs de Air Tractor Fireboss, en Europe, il n'en existe que 2.
Donc celui qui a été inauguré très récemment chez Cargolux, et un qui est en Espagne. Et celui Cargolux, il est un tout petit peu plus moderne, et effectivement, il mérite d'être montré un tout petit peu plus, et c'est aussi pour ça que je vais vous montrer quelques photos, et surtout, je vais vous montrer quelques vidéos. Quelques chiffres quand même, histoire de rigoler. Un Fireboss, c'est environ 5 millions d'euros en coût d'acquisition. Le simulateur de vol d'Aquarius, le PDG de la société nous a donné le chiffre, ça lui a coûté 1,5 million d'euros. Donc à ceux qui se diraient « Ah putain, j'aimerais bien un truc comme ça dans mon garage, tout ça », c'est ça ou la Ferrari, quoi. Le cockpit est au standard des avions qui sont utilisés par Aquarius, donc c'est des avions qui ont des cockpits full numérique, quoi, tout simplement. Hein. C'est du glass cockpit total, et ça va même encore plus loin. Cette photo-là est intéressante parce que vous avez ça. Et ça, c'est un collimateur tête haute. Et il n'y en a pas sur beaucoup d'avions bombardés d'eau. Il y en a sur les Dash 8 qui sont utilisables pour le vol IFR. Moi, je trouve que le collimateur, il est placé un petit peu trop près. Encore, c'est pas le pire. Sur le C-130 que je le trouvais vraiment trop près du visage du pilote. Et quand ça tabasse, se faire un coup de boule à un collimateur, c'est pas une bonne idée. Là, il est très bien placé et visiblement, il a des indications de base qui sont juste le cap et encore, mais des indicateurs d'incidence, de vitesse, d'altitude. Donc en fait, il peut travailler ses trajectoires tout en gardant un œil sous la cible. Il n'a vraiment pas besoin de descendre, et encore que le truc, il n'est pas très bas. Donc pour travailler sur du feu de forêt, juste cette installation-là, simple au possible, ça marche très bien. Le simulateur est livré avec le HUD, sachant que le HUD n'est pas encore certifié sur le vrai Fireboss, mais ça fait partie des trucs qui sont en cours. Donc leur simulateur, il est up-to-date et il est vraiment intéressant. Et surtout, il a cette différence, c'est qu'il y a 2 postes. Alors évidemment, le deuxième poste, il est beaucoup plus sommaire. Il permet quand même de travailler des scénarios à 2 avions. Parce que le simu d'Aquarius, il est fait pour travailler l'avion, les pannes, les procédures, puis prendre en main la bestiole. Mais il permet aussi de travailler les procédures d'écopage, et je vais vous le montrer après, de largage, et puis surtout à 2. Et les scénarios tactiques à 2. Et lui simule, le jeune pilote qui est là, qui est un pilote de chez Aquarius, simule le leader d'une mission, tout simplement. Et donc, il dialogue entre les deux. Lui, il a un poste qui est beaucoup plus succinct. C'est en général utilisé par un pilote beaucoup plus confirmé. Et ça permet de faire des scénarios d'enfer. Et là, il y a vraiment un bel outil de travail. Et on voit que Cargolux, par sa filiale, investit réellement dans ce domaine-là, en nombre d'avions, 12. Surtout qu'ils nous ont dit que si le marché était porteur, ils ne s'interdisaient pas d'en acheter plus, et ils ont les moyens de le faire. Et puis, ils développent aussi le centre de formation. Pour l'instant, il n'y a que les pilotes de Aquarius qui l'utilisent, mais l'objet est ouvert à d'autres clients sans problème, ce qui va aussi générer quelque part aussi un chiffre d'affaires. Sachant que le Fireboss, c'est quand même un avion qui aujourd'hui est extrêmement courant en Europe, dans le monde. Mais il ne simule que la version Fireboss à flotteur, donc pas la version à roue. La version à flotteur, la voilà. Alors après, on a discuté avec les pilotes des perfos réels de l'avion, un réservoir de 3000 litres, mais il faut quand même le dire, les 3000 litres, ils le remplissent jamais. Du carburant parce que les masses maximales au décollage à respecter. Et donc, ça a été l'occasion de tourner quelques petites vidéos. C'est brut de décoffrage, c'est pas monté. Et puis au niveau du son, en fait, il n'y a pas de son dans le simu, c'est tout dans les écouteurs du pilote, donc on entend un vague vrombissement. Mais ça va vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà ce que ça donne dans le simu. La visibilité extérieure est absolument top. Sublime. Et donc ça travaille et on voit que l'avion bouge en fonction des vagues et des mouvements, donc le réalisme est quand même poussé assez loin. Voilà ce que ça donne à bord du Simu AT800, Fireboss de chez Aquarius. Et là voilà, l'écopage est terminé et il repart. Je ne sais pas si on le voit, mais il y a son leader qui est quelque part par là. On le verra peut-être sur la deuxième vidéo. Et la deuxième vidéo, c'est le largage. Voilà, le leader, on le voit, il est là. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, là. C'est vrai que l'image n'est pas très grande, mais en fait, le leader, il est juste là. Et c'est là qu'on voit que le simulateur gère le feu. Alors, c'est
C'est pas pour travailler des scénarios tactiques de feu très compliqués. Il y a des barrières de feu qui avancent. Alors là, c'est vraiment barrière de feu, là. Et puis en fonction du vent, puisque là, on voit qu'il y a quand même un petit peu le vent qui vient de la gauche, là, et qui pousse un peu l'avion. La barrière à droite. Et le pilote s'entraîne au largage. On voit les effets du largage. Mais ça, on ne gère pas un scénario complexe avec, par exemple, l'intervention des pompiers, etc. Mais ça met quand même le pilote dans de bonnes conditions. Puis on voit le relief, comment il est représenté, c'est assez bluffant. Alors malheureusement, on n'a pas eu le temps, enfin j'ai pas eu le temps de me glisser dans le cockpit et de tester l'avion, mais bon, on y retournera. Le pilote qui est aux commandes là, que je vous montre là, c'est un pilote de chez Cargolux. Alors lui, il cumule les deux. Il fait pilote de 747 cargo l'hiver et l'été, il est sur Air Tractor. Lui-même le dit, c'est pas le même métier, donc il faut vraiment se mettre dans les conditions quand on passe de l'un à l'autre. Pour son parcours précédent, lui était pilote de F-16 dans la force aérienne belge. Et puis le jeune que vous avez vu sur la photo, c'est un jeune pilote slovène. Et puis la bonne surprise, c'est que dans les 3 pilotes qu'on nous a présentés, il y avait Mylène. Et Mylène, c'est une jeune Française, pilote chez Aquarius. Et c'est une jeune femme qui a un background aéronautique qui commence à devenir intéressant, puisqu'en fait, c'est une fille qui a fait de l'aviation de brousse dès le début. Alors, elle a voulu commencer dans la LAT, visiblement, elle n'y est pas restée. Elle est passée juste après Kathleen. Elle n'est pas restée dans la LAT. Elle s'est formée pilote professionnel en école. Et puis, elle a commencé à bosser dans des sociétés de travail aérien. Et elle a très vite fait du feu de forêt sur du Fireboss. Et elle a fait aussi de la surveillance anti-braconnier en Afrique. Après, elle a fait du feu de forêt, notamment au Chili. Elle va en parler. Et donc, une jeune Française, pilote chez Aquarius, pilote de bombardier d'eau. Je connaissais son existence parce qu'elle avait publié un livre il n'y a pas très très longtemps, puis elle avait passé sur pas mal de médias, mais c'était chouette de tomber sur elle, parce que chez Aquarius, moi je connaissais pas grand monde, je savais qu'elle y était, et je l'ai croisée en vrai pour la première fois, et on a pris 3 minutes pour faire un petit interview très rapide que je vais vous passer. Et je lui ai proposé de faire une interview à l'Aéroclub de France après sa saison, et visiblement ça avait l'air de l'intéresser, donc peut-être qu'on l'aura sur le Jump Site un petit peu plus longuement pour qu'elle nous parle de sa carrière, parce que pareil, c'est un profil d'un pilote ou d'une pilote qui a fait exprès de ne pas choisir la ligne alors qu'elle pourrait. Après, je pense que si on lui propose de faire du 747 chez Cargolux, en plus de l'Air Tractor, elle ne se débattra pas. Mais son objectif, c'est vraiment de faire du feu de forêt. Et elle a une expérience maintenant notable en feu de forêt sur Air Tractor. Bonjour. Donc, jeune Française, pilote de Air Tractor chez Aquarius Firefighting. C'est ça. On va voir la... Tout à fait. Vous êtes dans l'entreprise depuis combien de temps maintenant? Depuis le tout début, j'ai vraiment rejoint Aquarius quand ça s'est créé, donc il y a 2 ans. Voilà. Avant, vous étiez... Avant, je travaillais pour une entreprise espagnole, donc sur Air Tractor aussi, mais la version sur roue, la version terrestre. Donc sur AT802. Exactement. Donc en Espagne, ou vous étiez en mission ailleurs? Alors en Espagne principalement, après j'ai pu faire une mission en Turquie et surtout l'hiver, donc en hémisphère sud, au Chili. Donc ça fait une paire d'années que je ne connais pas le froid. Chili, Cordillère des Andes, tout ça, compliqué sur un Air Tractor, ce genre d'endroit? Alors, dans mon cas, j'étais plutôt au centre du Chili, donc c'est un pays qui est peu large, on va dire, mais non, j'ai fait 2 vols dans la cordillère à 6000 pieds, mais rien de... Vallée centrale, donc. Voilà, vallée centrale, exactement. Okay. Vous êtes sur du feu de forêt depuis combien de temps maintenant? Alors c'est différent avec ces différentes contraintes. Ouais, ça va faire la 5e année, ouais. 5e saison? Non, année. Année. Ouais. Combien d'heures de vol sur Air Tractor au total? C'est long, hein. En firefighting, effectivement, on est aussi beaucoup au sol à se préparer, mais en fonction des années, c'est plus ou moins important. On peut avoir des saisons à 30 heures de vol effectif sur 5 mois de stand-by, et d'autres saisons un peu plus chargées, où on sera sur du 120, 150 heures. Mais ça, c'est vraiment malheureusement quand il y a beaucoup de travail. La version à flotteur par rapport à la version à roue, c'est vraiment un pilotage différent, ou c'est vraiment le même avion, mais simplement on ne se pose pas pareil? Alors, oui, l'avion de manière générale est le même. Après, les performances sont complètement différentes. On a quand même 2 énormes flotteurs qui beaucoup de traînées. Ça traîne énormément, ça c'est certain. Après, c'est sûr que c'est un avion qui est génial parce que du coup, on a toute l'opération qui est découpage et ça permet d'avoir beaucoup plus de fréquences entre
le chargement et puis le drop, quoi. Donc beaucoup D'accord. plus actif, beaucoup plus, ouais. Mais en termes de pilotage, l'avion, il est plus lourd, faut le surveiller plus, ou alors c'est vraiment le même avion? Ça va. Honnêtement, une fois qu'on a en tête les performances, c'est quand même un avion qui parle énormément. C'est-à-dire que dès qu'on va approcher du stall, on va avoir beaucoup de vibrations, etc. Donc, faut l'écouter. Si on l'écoute pas, là, ça va pas aller. Très bien. Et par contre, d'avoir fait beaucoup de air tractor, train terrestre, Mhm. train fixe, là on passe Oui. sur une version à train rentrant, la manip rentre bien, ou alors il y a des risques de fois d'oublier? Non, bien sûr, on a des checklists en place qui permettent d'avoir encore un lien de sécurité. Maintenant, moi, j'ai aussi fait pas mal de planeurs, donc C'est bien ça. vente arrière, Ouais. le train est rentré ou le train est fixe, donc il y a quand même des choses qui permettent de ne pas l'oublier. Mais bon, Bon, il y a deux parfait. catégories de pilotes, hein, ceux qui l'ont oublié et ceux qui vont l'oublier. Donc, Oui, mais sur un lac, ça peut être gênant. oui, bien sûr. Dangereux. Oh, eh ben, bonne saison et à bientôt. Merci à vous. beaucoup. Si vous voulez en savoir plus sur Mylène, je vous ai mis la couverture de son livre. Il est disponible en impression à la demande sur Amazon, Aventure d'une jeune pilote de brousse, en brousse. Alors, je ne l'ai pas encore lu. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Le livre existe. En tout cas, pour moi, c'était très, très, très chouette de la croiser, parce que j'aime bien les aviatrices, et puis surtout celles qui font des choix de carrière un petit peu marginaux. Bon, évidemment, Kathleen avec ses DC-3, Mylène avec ses Firebomber, on va parler d'Estelle à la sécurité civile, etc. Bon, bref. Je pense qu'on a fait un peu le tour. On a parlé de 747, on a parlé de 707, on a parlé d'Air Tractor. Pour le replay, si vous avez aimé l'émission, c'est un petit pouce, un petit commentaire sympa. Et puis partagez aussi sur vos réseaux si vous aimez nos émissions, faites-nous connaître. Parce qu'on ne peut pas compter que sur les algorithmes de YouTube. Et je vous souhaite, moi, un très très bon week-end. Amusez-vous bien et à très vite.